Bien, bonjour chers amis, je vous accueille dans ce numéro 123 de nos webinars que je consacre à un sujet qui est assez proche de l'intelligence artificielle, puisqu'il s'agit des technologies de ce qu'on appelle la tokenisation, le découpage si vous préférez en français, des textes, des images, du son, de manière à alimenter les grands modèles de langage, c'est-à-dire les fameux LLM. Précédemment, nous avions consacré donc un webinar au sujet des prompts, c'est-à-dire de la manière d'aborder donc ces LLM et comment leur demander de faire quelque chose. Bien. C'est donc ce qu'on appelle les prompts, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques à suivre qui permettent donc de, non pas de commander le LLM, mais disons d'avoir l'espoir de générer des choses qui sont à peu près correctes. Bien. Ce sont des bonnes pratiques qu'il faut avoir. Cette fois-ci, nous nous intéressons donc à la partie amont. C'est-à-dire qu'avec des objets, on va alimenter donc des LLM, mais il faut faire un travail, on va dire, de pré-traitement, euh, qui permettra donc ensuite à ces LLM eh bien, de travailler et de vous fournir donc les résultats que vous attendez. Voilà, donc c'est la manière de fonctionner. Alors vous allez voir, on va plutôt se concentrer plutôt sur les textes, mais on va dire les tokens ou les jetons, comme on les appelle, sont aussi valables donc pour une vidéo, pour une séquence, un clip sonore. Voilà. C'est le même principe donc des jetons. Bon, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant parce que ça permet de mieux comprendre la chaîne. Et je pense que pour utiliser ces outils dont je rappelle qu'ils sont tout sauf intelligents, ils ne sont pas intelligents du tout, ce sont des algorithmes, donc des algorithmes qui permettent de faire des choses, ils le font bien, mais je ne vois pas là-dedans trace véritablement d'intelligence, ce sont des mécanismes, comme il y en a de nombreux autres. Bien, alors on va donc attaquer donc, ce sujet maintenant. Et donc, on commence par, on va dire, le sommaire. Alors, les tokens, les objets, on en parle depuis très longtemps, en fait depuis l'Antiquité. Alors, on n'a rien inventé. J'ai même trouvé d'ailleurs au Canada, à Montréal, donc en 1820, quelque chose comme ça, donc la création de ce qu'ils ont appelé, ce qu'ils ont effectivement appelé des tokens, mais qui était une monnaie qui était une monnaie de parcellisation, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé donc d'utiliser la monnaie donc courante de l'époque, mais c'était une monnaie qui pouvait se substituer, qui était une fraction des monnaies officielles. Et ils l'ont appelé token. Plus précisément, c'était des sous, mais en fait, le véritable nom, c'était le token, et je vous montrerai. On va donc regarder quelles sont les formes de tokens qui existent actuellement. Alors, je vous le dis tout de suite, j'utilise indifféremment le mot token ou le mot jeton, que mes amis québécois ne m'en veuillent pas si des fois j'utilise le mot token. Bon, il est entré donc dans les mœurs maintenant, donc ce n'est pas un crime, je crois, que de l'exploiter, que de l'utiliser. Et on va donc regarder en détail la tokenisation donc des textes, si vous voulez, le découpage donc de ces textes. On va regarder le processus complet et ce qu'il faut comprendre en tant qu'utilisateur ou futur utilisateur donc de LLM. Je rappelle que les LLM, c'est ChatGPT, c'est Claude, ouais, c'est tous ces outils-là. Les LLM étant plutôt orientés vers des textes, mais il y a des générateurs dits d'intelligence artificielle qui, eux, vont générer donc des images, voyez, donc des vidéos, n'importe quoi. Donc, mais aujourd'hui, on se concentrera plutôt sur la partie texte parce que actuellement, elle est quand même la plus utilisée. On va donc regarder le processus complet et on va s'interroger sur la manière dont sont attribués ce qu'on appelle les token ID, c'est-à-dire l'identité de chacun des tokens. Il y a là-dedans
un peu une mauvaise compréhension. C'est pas nous qui donnons ces valeurs numériques, hein, chacun des tokens. Ce sont donc les modèles, hein, les fameux LLM qui ont, et je vous l'expliquerai, des bibliothèques pour ça, qui peuvent faire plusieurs centaines de milliers, hein, de tokens différents qui ont été préconçus à l'origine. Bien, on gardera cette attribution d'idées numériques. On va également, il faut quand même s'en débarrasser, donc évoquer ce que sont donc les concepts de lénisation et de racinisation, hein, histoire un petit peu de ne pas mettre trop de choses dans la bibliothèque de tokens. On va expliquer donc de quoi il s'agit. On dira quelques mots sur les principaux algorithmes. Alors il y a un certain nombre d'outils qui existent. Je vais vous les montrer. Des outils qui permettent donc de faire des découpages en fonction d'un certain nombre de critères. Mais il y a également on va dire des algorithmes, on va dire d'un niveau supérieur. Je pense entre autres à DPE, hein, les fameuses sphères associées, Unigram, WordPeace, enfin bon, un certain nombre d'outils comme ça qu'il faut au moins connaître de nom, parce qu'il est possible que vous ayez à faire un jour un choix parmi ces outils. Et on gardera également, mais là on n'est plus nécessairement dans le même type de LLM, on gardera le cas des images fixes, hein, et puis le cas des clips sonores. Voilà. Et on se posera la question in fine de savoir, mais nous, utilisateurs, en quoi est-ce que nous sommes concernés par ça? Après tout, ce sont les LLM qui font le travail. Moi, j'ai besoin de leur soumettre des textes qui sont des textes de mon entreprise. Mais après tout, est-ce que je suis vraiment concerné par ça? Je crois qu'il faut comprendre de quoi il s'agit, mais c'est quand même un travail qui va être fait par entre autres, les GAFAM. Hein, donc, alors, comme d'habitude, j'essaye un petit peu d'indiquer quel est le volume d'affaires que représente ce type d'activité. D'après donc un observateur qui est donc Grandview Research, le marché global, on va dire, du découpage, il était en 2021 de un peu plus de 2 milliards donc, de dollars, et il devrait passer à plus de 13 milliards de dollars en 2030, c'est-à-dire avec un taux de croissance annuel qui est de 24%. C'est donc pas neutre, hein. C'est pas non plus faramineux par rapport aux valorisations boursières des acteurs dans ce domaine, mais c'est quand même un sujet qui, à un moment donné, on va se retrouver devant lui, on va dire, mais comment ça marche? Comment on fait? Quels sont les algorithmes? Est-ce qu'il y a des API? Quel est le travail que moi, utilisateur, je dois accomplir? Bon, très bien. Alors, je vous le disais, les tokens, c'est quelque chose de fascinant, mais vraiment fascinant. Quand vous regardez l'histoire, eh bien, on s'aperçoit que d'abord des tokens, il y en a eu depuis l'Antiquité. J'ai retrouvé par exemple ce qu'on appelle les tesserae romains, qui étaient un petit objet plat. On les voit ici sur votre écran, donc à gauche. Hein, ça ressemble un petit peu à du quartz, des petits objets donc de couleur, qui étaient donc échangés contre du blé ou une place du cirque, aux places du cirque. On a même trouvé des tokens donc romains érotiques avec, alors on ne sait pas très bien à quoi ça servait, mais enfin, à la limite on peut le deviner. Et donc avec sur une face, il y avait donc une scène érotique, et puis un certain nombre de données qui étaient derrière. Vous voyez, au fond, depuis l'origine, ce qu'on peut dire, c'est que les tokens ressemblent étrangement à une monnaie. Et aujourd'hui, si on se place sur ce qui se passe maintenant, eh bien, quand on regarde les monnaies donc cryptographiques, posséder des bitcoins ou posséder des Ethereum, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas fongible, comme on dit. C'est pas quelque chose de concret. Donc, ça a perduré pendant 2000 ans. Donc c'est pas quelque chose donc de nouveau. Au Moyen Âge, par exemple également, il y avait certains seigneurs qui frappaient leur propre monnaie, hein, leur propre jeton, hein, et c'était une sorte de monnaie parallèle. Alors évidemment aujourd'hui donc c'est plus tout à fait pareil. Mais chers amis, quand on regarde bien les choses, on a un peu perdu quand même la finalité, on va dire le rôle de ce que doit être donc un token ou une monnaie. À la limite, une monnaie, elle est valorisée par quoi? Par les réserves d'or d'un pays. Mais vous savez très bien qu'il y a bien longtemps qu'il y a beaucoup plus de papier que de réserves d'or. Donc on a complètement dérivé.
Et à la limite, on n'a pas à traiter ça par le mépris, hein. Les jetons, les tokens, d'après tout, c'est pas pire, c'est pas, oui, c'est pas bien, mais c'est pas pire que ce que sont donc les monnaies donc actuelles. Et je vous ai donc parlé de cette fameuse monnaie qui a été donc frappée en 1820. Et vous en avez un petit exemple ici sur votre écran. Vous le voyez, le sou. Un sou, c'était à Montréal. Et donc vous voyez sur le haut de cette pièce, au fond, hein, vous voyez le mot token. Alors, il semblerait, bon, j'ai cherché, mais j'avoue que j'ai pas trouvé d'autres références, il semblerait que ce soit la première fois où on ait utilisé le mot token tel qu'on le comprend donc aujourd'hui. Il faut comprendre ce que c'est qu'un token. Au fond, un token, c'est quoi? C'est la représentation d'un objet. C'est-à-dire, c'est une façade, ça peut être un leurre, c'est une représentation, c'est un proxy. Je crois que la meilleure définition du token, c'est ça, c'est un proxy. C'est-à-dire quelque chose qui permet de représenter autre chose, mais sans avoir à montrer patte blanche pour le autre chose en question. Allez. Et donc, c'est une façon, vous voyez, on voit bien avec les monnaies donc, cryptographiques, c'est exactement ce qui s'est passé donc, en 1820 donc, à Montréal. Et puis, vous voyez, c'est une façon donc, de représenter quelque chose qui est une façade. C'est ça, donc, un token. Et c'est destiné donc autant à représenter un concept, à la limite, qu'à le cacher ou à le protéger. Parce que quand on utilise donc un token comme ça, c'est pour ne pas accéder, on va dire, à l'objet original. Donc, d'une certaine manière, on le protège. La tokenisation, donc, elle va être effectuée par des tokenizers, donc, qui appartiennent donc aux algorithmes, et ce sera leur travail que de découper donc un texte en petits morceaux qui seront autant de, on va dire autant de jetons de tokens, ou alors une image en pixels, chaque pixel pouvant être à la limite. On ne le fait pas, mais en principe, c'était possible. Hein. Chaque pixel étant représentable par un jeton. Bon. Les tokens, si vous voulez, on les discrimine numériquement. Je vous dis, ça, c'est un sujet qui est un peu délicat parce qu'on ne comprenait pas très bien comment ça se passait. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va donc y revenir. Et vous avez noté comme moi qu'il y a une grande analogie finalement entre la notion de token et puis donc, on va dire, une monnaie. Alors, c'est quoi finalement, donc concrètement, donc un token? Je viens de vous dire, c'est un objet de représentation. C'est un intermédiaire, hein. C'est une sorte de frontal. Je vous ai dit, le mot magique, c'est un proxy. Alors, il assouplit et il protège, comme je vous l'ai dit aussi, donc les objets. Par exemple, c'est donc un morceau de texte, dans un texte plus important. Ça peut être un objet ou un sous-objet qui appartient à une image. Et à la limite, ça peut être un pixel. Ça peut être aussi donc un objet que vous retrouvez sur cette image. Hein. Ça va plus loin donc que la notion de pixels. L'identification, ça peut être aussi ça, un token. L'identification d'un client dans un processus d'authentification web. Hein, bon, un fichier donc JWT qui identifie donc une personne, c'est quoi? C'est un fichier JavaScript. C'est un token. Hein. Un token, ça peut aussi être un fichier. Ouais, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être une partie d'actifs. Et d'ailleurs, c'est l'une de ses motivations. C'est-à-dire qu'une partie d'actifs, un bien immobilier que je ne peux pas vendre intégralement, mais je vais me vendre par partie. Hein, comme ça s'est fait d'ailleurs. Eh bien, je vais posséder une partie. Eh bien, cette partie peut être représentée par un token. Si je m'intéresse à la technologie de type Web3, vous savez, les fameux défis, donc l'organisation financière, donc on va dire moderne, eh bien, j'ai créé un événement. L'événement, c'est aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous avoir en face de moi, donc dans ce webinaire. Et puis, c'est un événement colossal. Je veux le vendre, cet événement. Vous savez, la notion donc, de Web3. Eh bien, je vais proposer un certain nombre de tokens, un token représentant par exemple 10% de la valeur vénale de cet événement. Je peux parfaitement faire ça. Je peux partager donc des objets. La description d'une unité de crypto-monnaie, c'est pareil.
On a des tokens, puis à un moment donné, si on le veut, on peut les traduire donc en dollars ou en euros, mais ça revient au même. Hein. Bon, et puis donc la description, par exemple, d'un objet web, hein, je viens de vous le dire, donc un actif non fongible, les fameux NFT. Bien. La structure d'un token, elle est très variable, que ce que vous allez retrouver donc avec les LLM. Vous aurez des valeurs numériques, vous aurez du texte. Je viens de vous dire que vous pouvez avoir des fichiers JSON qui sont donc des fichiers JavaScript. Ça peut être une bitmap, ça peut être une image ou un morceau de bitmap. Et à quoi ça va servir? Ça va servir, si je veux posséder une partie d'un asset, donc une fraction, comme je viens de vous dire, avec on va dire des actifs non fongibles, ça permet d'assurer la transparence et la traçabilité, par exemple dans la logistique industrielle. Hein, on va suivre ça à travers donc des tokens. C'est par exemple pour la vente de données. Je vends mes données, je vends des tokens qui représentent en fait mes données. C'est des mécanismes, je l'ai expliqué, donc les mécanismes DeFi, donc l'organisation financière moderne et Web3, hein, avec les actifs non fongibles. C'est par exemple des programmes de fidélité dans la distribution. On va vous attribuer donc des tokens. C'est un partage de données médicales, ça c'est très important et c'est très utilisé aujourd'hui. Données médicales avec participation par exemple à des programmes de recherche. Vous participez à un programme de recherche, mais vous possédez, on va vous attribuer donc des jetons de participation, voyez, ou alors des droits d'accès à des actifs audiovisuels. C'est un proxy ce machin-là. Et je vous ai mis ça sur cette image qui est à droite. Et je précise d'ailleurs au sujet de ces images que la plupart d'ailleurs de celles qui sont sur ma présentation ont été générées par un outil donc Adobe. Qui est assez remarquable d'ailleurs, qui permet donc, à condition de savoir s'exprimer correctement avec lui, donc d'avoir une bonne pratique des prompts, hein, et donc vous voyez, on retrouve ce que je viens de vous dire dans différents contextes financiers, médicaux, etc. Donc voilà, on en est ce que c'est par rapport à un token. Dans le contexte qui m'intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qui m'intéresse maintenant? Eh bien, je vais découper des objets. Et ce découpage, je vais le soumettre à un LLM de manière à ce qu'il puisse faire son travail correctement. Bien. Alors, il s'agira de textes. Hein, vous voyez, donc, ce sont des données brutes, mais on va choisir des techniques, hein, justement, de découpage, tokenisation. Bien. On aura des algorithmes qui vont permettre de le faire, par exemple BPE ou WordPiece, tel que je l'ai précisé, indiqué tout à l'heure. Et donc, on va soumettre ça donc un LLM qui va faire son travail. Dans le procès, je vais le montrer dans la page qui va suivre après, mais ce qui est bien très important, c'est de comprendre que l'outil LLM, en fait, c'est une machine brute de fonderie. Elle a une bibliothèque d'objets, donc de tokens qui existent déjà, mais qui n'est pas nécessairement adaptée ou parfaitement, on va dire, à la finalité que recherche mon utilisateur. L'utilisateur va devoir pratiquer donc un découpage, et ici il s'agit donc de texte, hein, et on va donner donc une compétence supplémentaire au LLM de manière à ce qu'il fasse mieux son travail dans le contexte que je lui soumets. Non. Bon, vous allez voir, on va comprendre ça très facilement. Ça sera pareil donc avec les images. Je vais prendre une image, mettons, de 512 par 512 pixels. Ce sont des données brutes. J'ai des algorithmes qui me font ça très bien et je vais sortir peut-être 256 tokens, hein, et que je vais donc envoyer donc à mon LLM. Ensuite, vous avez des clips vidéo. Vous avez également donc des clips vidéo et des clips audio. C'est le même principe, sauf que c'est pas nécessairement, on va dire, sauf pour les LLM multimodes, ce ne sont pas normalement les mêmes LLM qui sont sollicités. Mais je suis capable de soumettre à n'importe quel LLM, n'importe quel texte d'origine, vraiment n'importe lequel, et avec une façon de les décomposer, de les découper qui sera spécifiquement adapté donc
au travail que je veux faire, et quelle que soit donc la nature des données que je vais véhiculer. Bon, bien, c'est ce qui est montré ici. Sur ce schéma, qu'est-ce que je montre? Eh bien, j'ai mis un texte brut qui est ici à tokeniser, donc à gauche, hein. En fait, ce sont des hiéroglyphes, vous avez reconnu donc des hiéroglyphes donc égyptiens, hein. Bon, l'opération de tokenisation, ça va être quoi? Eh bien, c'est pas sur des hiéroglyphes égyptiens, parce que là, on traitera plus comme une image, mais on prend un texte d'origine, on va le découper d'une certaine manière. Et donc, on le voit ici, j'ai un texte 1, un texte 2, un texte 3, un texte 4, donc il va y avoir un découpage qui va se faire. À la limite, une virgule peut constituer un token. Mais ça peut aussi être considéré comme une gêne, et on a des moyens qui vont permettre justement d'éviter la ponctuation. Mais bon, vous allez vous retrouver donc avec un texte qui va être découpé. Bien. Chacun de ces tokens va recevoir donc un identifiant. Les LLM, comme je vous le disais, possèdent des bibliothèques. Alors, il y a certains LLM qui sont plus adaptés donc à l'anglais, hein, d'autres plus peut-être au français, ou d'autres plutôt dans le domaine scientifique, hein. Ils ont des bibliothèques et ils ont des bibliothèques de tokens avec 10 000, 30 000, 100 000, 300 000 tokens prêts à l'emploi, hein, avec un identifiant. Ils ont donc une bibliothèque donc de tokens, chacun d'eux étant identifié par une valeur numérique. Et quand j'ai fini ma tokenisation, je soumets au LLM donc mes différents textes qui ont été découpés, et lui, à partir de sa bibliothèque, eh bien, il va attribuer une valeur numérique à chacun de ces textes. Bon, ça fonctionne comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas que la valeur numérique. En fait, le token, tel qu'il est manipulé par le LLM, il englobe d'autres notions. Il peut y avoir des notions plus, on va dire, syntaxiques, des notions de contexte d'usage, des notions économiques. Donc ça va plus loin. Le token, le jeton tel qu'il est enregistré par le LLM, hein, je vous dis ChatGPT, Claude, etc., eh bien c'est un ensemble d'informations. C'est pas simplement une valeur numérique. Mais moi, à la tokenisation, je me limite à un découpage qui me semble le plus cohérent et adapté au problème que je veux traiter. La mécanique, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Alors, regardez bien. Si on regarde maintenant un peu plus en détail, donc voilà, d'ailleurs ici sur la partie gauche, vous avez une image donc qui elle-même a été générée par l'outil Firefly donc de chez Adobe à partir de mon prompt. Et j'ai repris la phrase d'Albert Einstein, si vous ne savez pas résumer un texte en quelques lignes, c'est que vous ne l'avez pas compris, parce que je trouve qu'effectivement, c'est tout à fait juste, hein, je crois que c'est Albert Einstein. Alors, vous voyez, comme le montre le schéma, je pars d'un texte brut. La première opération que je vais sans doute faire, c'est que je vais le standardiser. Le standardiser, c'est tout ça constituant le pré-traitement, hein, avant soumission donc au LLM pour qu'il fasse son travail. Je vais le standardiser avec des éléments qui seront plus homogènes, hein, mettons des abréviations qui seront toujours les mêmes, plutôt que d'avoir différentes versions donc d'une même idée. Donc on va standardiser, mais c'est pas obligatoire, hein, on va standardiser. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on aura remplacé dans le texte brut les éléments qu'on veut donc standardiser. On va dire qu'on aura un texte qui sera un peu plus propre, hein. On va dire ça comme ça. Bon, ensuite on va donc le tokeniser. On va le tokeniser, donc découpage en token. Ensuite, donc, on va l'indexer. Et l'indexation va donc se faire par le LLM grâce, comme je viens de le dire, à sa bibliothèque donc de tokens, chacun d'eux étant identifié par un token ID, et je me retrouve à ce moment-là avec une bibliothèque de tokens qui sont tous numérisés. Et après, je passerai à la dernière phase, qui est la phase, mais ça se fera de manière automatique, hein. Je vais créer donc une base de données avec ces tokens qui vont être organisés en base de données vectorielles. Tout ceci va donner lieu à des vecteurs qui peuvent avoir, alors je vous rappelle donc
ce qu'on appelle une dimension, hein. Une dimension, c'est le nombre d'éléments différents que peut enregistrer ou pour lesquels peut être concernée donc une entité, un x, y, z pour les coordonnées cartésiennes, mais ça peut être autre chose. Et là, on va avoir des tokens qui auront peut-être 3000 dimensions. Et c'est ce qui justifie et explique tout l'intérêt donc d'utiliser donc des bases de données vectorielles, donc des systèmes qui sont conçus pour ça. Hein. Les autres types de bases de données ne sont pas faits pour ça. Donc vous allez vous retrouver avec des vecteurs qui vont alimenter donc des bases de données. Et nous, notre travail, à la limite, il sera terminé. Ça sera donc au LLM de faire ensuite son travail. Alors, parmi les options de pré-traitement, je vais passer un tout petit peu vite dessus, hein, on les voit donc ici. Vous voyez par exemple des conversions en minuscules pour maintenir donc la cohérence. Hein. C'est supprimer la ponctuation, par exemple, ça limite, ça réduit, on va dire, le nombre de tokens. Hein. Donc ça va améliorer, on va dire, les performances, mais pas dans une proportion quand même gigantesque. Hein. On pourra supprimer ce qu'on appelle on va dire, les stop words, c'est-à-dire en fait des mots dont on pense qu'ils n'apportent rien. Bon. Les stop words. On va donc traiter des contractions, par exemple, c'est-à-dire en français, ben on mettra partout CAD. On aura donc un texte qui sera mieux standardisé. Et puis, ça sera la normalisation des caractères donc spéciaux. Alors, chaque système LLM, ce qu'on appelle un modèle LLM, hein, a ses propres capacités et a ses propres, on va dire, options, et parmi lesquelles il faudra choisir. Parce que votre travail, comme le mien, c'est pas de remplacer le LM, c'est de lui préparer le travail. Et ce que nous devons faire, c'est savoir exactement ce que nous recherchons. C'est ça qui est vraiment important. Alors, ça ne nécessite pas d'avoir des compétences techniques hors du commun, c'est pas ça. Mais il faut savoir exactement ce que nous voulons faire, parce que c'est à partir de là que l'on saura choisir les options dont on aura besoin, par exemple, dans la standardisation, et qui donc vont dicter ensuite le choix du LLM que je ferai. Et tout ça, c'est lié. Chacun dans son domaine. Nous, on est dans le domaine de notre application. Bien. Alors, regardons maintenant donc le cas précis donc de la tokenisation, hein, j'aime pas trop ce mot d'ailleurs, mais bon, du découpage hein, des textes. Alors, on peut découper les textes avec plusieurs niveaux donc de granularité. Ça peut partir d'un caractère, on peut aller jusqu'à des livres entiers. Hein. Alors, je vous les ai indiqués ici. Hein. Et là, la langue va jouer un rôle essentiel. Alors, la plupart des outils que l'on trouve, les LLM, donc, qui ensuite vont faire des travaux de génération de textes, de fabrication de résumés, etc., la plupart de ces outils sont très à l'aise avec l'anglais. L'anglais, c'est 135 000 mots et c'est seulement 256 caractères. C'est 135 000 mots. À titre comparatif, le français, c'est 200 000. Donc, c'est déjà plus compliqué. Avec le français, d'ailleurs, vous savez comme moi, et surtout à Montréal, on sait bien que la grammaire française ou francophone est quand même sensiblement plus complexe que la grammaire donc anglophone. Alors, vous voyez ici quelques types de granularité. Hein. Alors, vous avez le mode caractère. Ça évite, le mode caractère, ça évite, on va dire, les déviations anormales des mots. Hein, il peut y avoir des mots qui ont un sens un peu bizarre, vous voyez, qui est en dehors du vocabulaire. Hein. Par exemple, le maçon, alors je le prendrai souvent comme exemple, hein, le maçon, ça devient le L majuscule, E, grand M, A, etc. Et donc, votre référence, c'est l'ensemble donc, des caractères. Alors, ça, c'est le mode caractère qu'on trouve partout, hein, mais qui n'est pas nécessairement le plus pratique parce qu'il est très consommateur. Parce que là, vous allez avoir un nombre considérable, on va dire, de tokens, puisqu'il y aura autant de tokens que de caractères. Alors, évidemment, c'est quand même un peu délicat. Si par exemple vous avez un projet, on va dire, de gestion de contenu dans votre entreprise, de gestion de la connaissance, hein, fameuse, le knowledge management, eh bien, si vous devez soumettre l'ensemble de vos documents de l'entreprise à un LLM et que chacun d'eux est caractérisé
par des lettres, je veux dire, vous allez vous retrouver avec des milliards de milliards de caractères. Et l'autre, de l'autre côté de l'écran, eh bien lui, il va faire un travail qui va être difficile. Donc c'est utilisable, mais c'est peut-être pas toujours recommandable. Le mode mot est très utilisé. Là, la découpe se fait en fonction des espaces et de la ponctuation. Je vous montrerai ça en détail. Par exemple, le marçon, votre référent, ça devient le mot le marçon, ça devient le marçon, votre, qui est un autre mot, et référence, qui est un troisième mot. Et il y a également un mode sous-mot, c'est-à-dire, ne pas confondre avec sumo au Japon, hein, sous-mot, un mode sous-mot. Parce que pour des raisons donc X ou Y, eh bien, on a peut-être besoin de découper un mot en sous-mots. Par exemple, le marçon, bien, peut-être qu'on peut le décomposer en deux sous-mots, le et marçon de l'autre côté, parce que marçon a donc une signification lexicale puisque c'est mon nom. Mon nom, c'est pas le marçon. Donc j'ai peut-être intérêt à faire ce découpage-là, tout au moins de le prévoir. Vous voyez, en faisant ça, l'expérience montre qu'on traite plus correctement donc les fautes d'orthographe, les ou les variantes linguistiques, et finalement on améliore donc les performances des LLM, en particulier donc les outils d'apprentissage automatique, donc de machine learning. Et quand on regarde les grands algorithmes que je vais vous présenter un peu plus loin, donc où tous se servent finalement de ces découpages en sous-mots qui vient en plus donc du mode mot. Le token peut aussi être une phrase entière ou une sous-phrase. Hein, peut-être que vous n'avez pas besoin de décomposer en mots ou en sous-mots et vous vous contentez donc d'un token pour une phrase. Prenons par exemple un exemple, les citations dans un domaine précis. Ben, peut-être il n'est pas utile de décomposer la citation. Peut-être qu'on peut se contenter simplement de donner un identifiant donc à l'ensemble de la citation, donc à la phrase, et puis à côté donc avoir un identifiant de cette citation avec un certain nombre informations qui vont être gérées et donc proposées par votre LLM. Une fois, donc, je vous l'ai dit, la découpe effectuée, eh bien, votre token reçoit donc un identifiant unique, hein, unique pour le LLM. Parce qu'il se pose un problème de savoir si on a besoin de faire communiquer des LLM entre eux. La question n'est pas encore tout à fait résolue aujourd'hui. Hein. D'abord parce qu'on est vraiment dans des précarés. Chaque LLM, finalement, a sa propre stratégie, sa propre philosophie, et les faire communiquer, ne serait-ce que pour rendre homogène leur bibliothèque donc, de token ID, c'est quelque chose qui sera délicat. Et encore faudrait-il que ça soit nécessaire, ce qui n'est pas du tout donc évident. Et par exemple, ici, on pourrait avoir le marçon, valeur numérique 17. Votre valeur numérique 45, c'est n'importe quoi ça. Hein. Et puis référence, valeur numérique 6. Alors ce sont donc les tokenizers donc, qui sont chargés donc, du découpage pour le compte donc, des algorithmes. Et donc je vous l'ai dit, ils peuvent enregistrer d'autres données que les tokens elles-mêmes, hein, que l'identifiant du token lui-même. Hein. On peut avoir par exemple l'ordre, la position de chaque élément. Parce que il y a des outils de LLM, en particulier ChatGPT ou même Claude, eh bien, sont des outils qui appliquent et s'intéressent à la position d'un mot, donc d'un token, à l'intérieur d'une phrase. Et donc, ils regardent s'il est là, c'est que ça veut dire quelque chose. Et s'il est là-bas, ça veut dire autre chose. Donc, c'est peut-être une information qui est absolument nécessaire. On a des informations donc sur les caractères de début et de fin donc des mots, c'est important de le savoir. Et puis les types de tokens, hein, je dis selon qu'il s'agisse d'un texte pur, ça peut être du texte pur, ça peut être de numérique, ça peut être de l'alphanumérique, ça peut être du booléen, ça peut être tout ce que vous voudrez. Bon, vous voyez donc la granularité, donc, elle dépend de ce que l'on veut faire. Voilà un exemple. Alors j'ai pris comme exemple une poésie donc de Arthur Rimbaud
qui est donc le dormeur du Val. Alors, je ne vais pas le réciter parce que je n'ai pas ce talent-là, mais bon, vous voyez, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes et des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Je vous fais grâce de la suite. Ça, c'est le texte. Je le soumets au tokenizer d'OpenAI, donc, qui est indiqué ici en bas. Vous pouvez le faire vous-même. Hein. Eh bien, il vous dit, voilà, j'ai mis ça en couleur, j'ai découpé ça, vous voyez, c'est le premier token. Ouais. Apostrophe EST, c'est le deuxième token, et en tout, j'en ai comme ça 106 dans les deux paragraphes. Bien. Et il me dit, j'ai utilisé 371 donc caractères. Et si je clique sur le lien ici, Token ID, eh bien, il me sort la liste de tous les identifiants qui auront donc été utilisés. Ouais, c'est pas compliqué. Alors ici, je vous le dis tout de suite, c'est simplement pour la démonstration. J'ai fait une tokenisation qui a été faite sans effort de standardisation. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous tapez OpenID, vous tapez OpenAI, pardon, et Tokenizer sur Internet. Et puis essayez donc les textes et vous allez voir, c'est absolument fascinant. Vous voyez donc cet exemple, donc il est décomposé donc en tokens. Vous voyez, ça peut être des mots, des parties de mots, ça peut être des caractères individuels, mais ça peut aussi être des groupements de mots. Alors les LLM donc sont tous dotés d'un tokenizer qui fait ce travail de découpe. Hein, voilà. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors l'expérience montre que un mot anglais représente en moyenne 1,3 tokens. Et puis un mot français, d'ailleurs un mot espagnol c'est la même chose, eh bien représente 2 tokens. Donc il est beaucoup plus enclin à être décomposé en sous-mots. Bon. Et d'ailleurs, une chose qu'il faut également savoir, c'est que la facturation que vous allez payer ensuite par le fournisseur donc du LLM, elle se fait au nombre de tokens manipulés ou générés. Et ça marche par milliers donc de tokens. Je vous montrerai donc un petit exemple. Donc vous voyez le processus, on aboutit donc à des valeurs numériques. Et rappelez-vous bien ceci, c'est pas nous qui donnons ces valeurs numériques, c'est lui qui le fait, le LLM que vous avez choisi, qui le fait en fonction de sa bibliothèque. Il a déjà tout un tas de tokens qui existent, et en particulier ceux-là. Mais s'il y en a qui ne sont pas dans sa bibliothèque, il va les rajouter. Et à partir de là, donc c'est lui qui attribue donc ces valeurs numériques. Hein, rappelez-vous ce qu'on a dit au sujet donc de la normalisation pour fonctionner entre plusieurs LLM différents. Alors, qu'est-ce qu'on appelle maintenant la lémisation donc, et le stemming? Le stemming, c'est la racinisation. J'ai du mal à le dire, hein, c'est pas évident. C'est le fait de réduire un mot à sa racine. Vous voyez, donc ça va, se concentrant sur la racine, par exemple ici j'ai pris le mot dancing, danseur, danseuse, dansant et non pas dansage, de dansera, dansante, ben, ils ont tous la même racine, hein. C'est pas chou-fleur, hein, c'est danse. Et donc pourquoi faire des tokens différents pour chacune de ces occurrences de mots, c'est pas la peine. Ça va encombrer, on va dire, le paysage. Il suffira simplement d'utiliser le token donc du mot danse tel qu'il a été donc enregistré. Alors, ça, c'est une bonne chose parce que ça permettra donc de réduire le volume des tokens qui vont être manipulés et donc par conséquent améliorer les performances donc du système. Ça, c'est la racine qui n'est pas contestable. C'est bien danse pour dancing ou pour danseuse. C'est pas DAN tout court. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors que la lémisation, c'est la même chose, si ce n'est que c'est pas la racine. Là, on dit qu'on réduit un mot en fonction d'une forme de base hein, dite de dictionnaire. Ça, en fait, c'est l'expérience qui montre que, alors c'est pas nécessairement la racine, mais il y a un mot qui en représente plusieurs autres. Ouais. Dans la pratique, dans l'usage.
Et donc, par conséquent, autant utiliser ça et réduire finalement les textes à ça. Donc, il y a une différence entre, on va dire, le stemming, donc la racinisation, et donc, et la lémisation, la lématisation en français, c'est pas possible d'utiliser des mots comme ça. Hein. Il faudrait quand même qu'ils pensent un tout petit peu à nous. Hein. Alors la différence, c'est ça dont il faut se souvenir, hein, entre racinisation et donc lématisation. Bien, la racination, elle tend à revenir donc à la racine officielle, alors que la lématisation revient à sa forme la plus courante, mais qui n'est pas nécessairement la racine. Ouais, c'est deux choses différentes, même si on peut penser que c'est quand même relativement proche. Là, ici, je passe assez vite, mais je vais vous montrer les tokenizers qui appartiennent donc au LLM, donc ils font leur travail. Ils font leur travail en fonction de différentes, on va dire, différents impératifs. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Pour les tokenizers qui sont orientés vers les mots, le découpage en fonction donc des mots, vous avez par exemple le tokenizer standard. Alors lui, il découpe les mots tout simplement, il ne se casse pas la tête, il fonctionne comme ça. Et c'est fondé sur un standard qui est l'Unicode numéro 29. Hein. Ça, c'est très clair. Vous avez ensuite le tokenizer lettres. Le découpage intervient, c'est-à-dire qu'il s'arrête, hein, le mot s'arrête, lorsque le tokenizer rencontre un caractère qui n'est pas une lettre. Bon, alors c'est très bon pour les langages européens, mais ça l'est beaucoup moins pour les langages asiatiques. On ne peut pas le paramétrer, il n'est pas configurable. Le tokenizer de type lowercase, donc minuscule, c'est la même chose que pour les lettres, mais tous les caractères sont en minuscules, et là encore, il n'est pas configurable. Le tokenizer d'espace, hein, white space, la découpe se produit quand le tokenizer rencontre un espace. Alors là, dans ce cas, le token ne peut pas dépasser 255 caractères qui correspondent d'ailleurs à un paramètre que vous pouvez donc modifier, qui est donc max token length, la longueur. Vous avez UAX, c'est intéressant, le tokenizer donc d'email, il est identique au standard, mais avec une différence, c'est que les URL et les adresses courriels sont des tokens distincts. On ne leur applique pas la mécanique standard. Hein, ce sont des tokens donc distincts. Pareil, longueur maximum, 255 caractères. Et puis le tokenizer donc classique, qui lui est basé sur la grammaire anglaise, et il comporte donc des techniques à peu près, hein, vous savez ce qu'on appelle des heuristiques, hein, pour les acronymes. Ce sont des techniques qui ne sont pas parfaites, mais qui sont suffisantes pour ce que je veux faire. On appelle ça des heuristiques, hein, qui d'ailleurs a une signification mathématique tout à fait incontestable. Hein. On utilise des heuristiques dans ce cas-là pour les acronymes, pour les noms d'entreprises, pour les courriels, hein, les noms donc des serveurs hôtes d'Internet, etc. Bon. Ça, c'était donc des fonctions, on va dire, que l'on peut reprendre dans mon cahier des charges quand je vais vouloir choisir ensuite mon LLM. Vous avez donc les tokenizers de mots partiels. Alors le n-gramme, c'est intéressant le n-gramme, donc la rupture se fait quand le tokenizer rencontre un caractère qui appartient à une liste de caractères spéciaux. Alors, et il retourne ce qu'on appelle des n-grammes, qui sont des séquences de caractères à partir du document source, sous la forme d'une fenêtre glissante. Par exemple, on comprend mieux avec l'exemple qui est en dessous, le Marson, les tokens c'est le, ensuite c'est EM, ensuite c'est MA. Vous voyez, on décale à chaque fois la fenêtre d'un caractère. Ça, c'est donc un tokenizer de type n-gramme. Alors, par défaut, la valeur minimum de longueur de ces tokens, elle est de 1, mais on peut la changer, et maximum, par défaut, c'est 2. On a également un paramètre qui s'appelle donc token char, qui précise les classes de caractères qui seront inclus dans le token. Des lettres, des digits, donc des valeurs numériques, des espaces, la ponctuation, des symboles, vous voyez, ou alors des systèmes qui seront, on va dire, paramétrable à mes convenances, hein, customisable, comme on dit en franglais. Bon, et puis vous avez aussi le tokenizer de type Edge n-gramme, c'est la même chose, il retourne donc des n-grammes de chaque mot qui commence au début du mot. Par exemple, le Marson, ça va être quoi? Eh bien, c'est L, ensuite c'est le,
ensuite c'est LEM, ensuite c'est LEMAR, etc. Donc c'est une autre forme de fabrique pour fabriquer, donc on va dire des n-grammes. Et enfin, je vous montre cet exemple ici avec des textes structurés, c'est très intéressant. Vous avez donc ce sont des tokenizers qui s'appliquent donc à des textes, par exemple des adresses courriels, des codes postaux, des schémas d'accès aux fichiers, hein, ce que j'indiquais tout à l'heure, hein, plutôt qu'à du full texte traditionnel. Hein. Alors par exemple, le tokenizer keyword, lui, alors c'est amusant, c'est qu'il ne fait rien. Alors, on dit que c'est un no-op. Pour ceux qui ont fait de l'assembleur en programmation, il s'agit donc d'une opération qui ne fait rien. Ça fait rien. Alors on récupère un texte en entrée, on le restitue en sortie. Alors vous pourrez penser que ça ne servira à rien. Ben si, ça aura une certaine utilité, d'autant qu'on pourra les marier avec donc des tokens de filtrage. Les tokenizers de pattern, alors ça, c'est d'une puissance redoutable. Parce que vous appliquez ici, vous utilisez ici une expression régulière. L'expression régulière, c'est quoi? C'est une expression qui va servir de filtrage. Vous allez indiquer dans une expression régulière, vous avez ici donc un exemple en bas, le grand W ici, dans tous les éléments qui caractérisent une expression régulière, je les ai rappelés, enfin certains en tout cas, je les ai indiqués dans la partie droite donc de mon écran. Par exemple, la barre oblique W, ça désigne n'importe quel caractère qui n'est pas une lettre, un chiffre ou un trait de soulignement. Lorsque je mets, vous voyez ici, la barre verticale, c'est le OU, c'est très utilisé en programmation. C'est une adresse courriel ici qui pourra être soit du Yahoo, soit du Hotmail, soit du Gmail. Donc ce sont des expressions régulières. Alors, c'est vrai que pour fabriquer des expressions régulières, c'est quelque chose de monstrueux. Hein. C'est épouvantable, ça paraît très compliqué, on ne sait pas comment faire. Et c'est vrai que l'allure d'une expression régulière, ça ne donne pas envie d'y aller, hein, c'est vrai. Mais c'est très puissant. C'est très puissant, donc je vous engage quand même à regarder comment ça marche. Et donc, on va se servir de l'expression régulière pour filtrer finalement la façon dont je vais décomposer donc mes textes. Vous avez donc le tokenizer de simple pattern. Hein, il utilise lui un sous-ensemble d'expressions régulières de manière à améliorer les performances donc d'ensemble. Il y a le car group, le tokenizer de car group, qui exploite lui des jeux de caractères plutôt que des expressions régulières. Bon, pourquoi pas. Et puis vous avez le découpage simple pattern, donc qui utilise les mêmes expressions régulières que le simple, hein, mais il est plus rapide. Bon, et puis vous avez aussi le pass tokenizer. Ouais, il y en a hein, des solutions. Hein. Là, on prend les éléments d'une chaîne, par exemple comme un accès fichier, et on renvoie tous les tokens correspondants. Par exemple, ici, j'ai le marçon barre oblique, webinar, barre oblique token, ben, ça me donnera 3 tokens. Le marçon, barre oblique, le marçon, barre oblique, le marçon, barre oblique, le webinar, barre oblique, et le troisième, c'est barre oblique, le marçon, webinar token. Bon, ça marche comme ça. Et donc, on se sert donc d'expressions régulières, et je vous engage donc à regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, les algorithmes qui vont se servir de tout ça, alors il y a, on va dire, quelques algorithmes particulièrement puissants et performants. Alors il y a le BPE qui est vraiment le standard, hein, qui a été créé, donc a été proposé par un dénommé Philippe Gage, c'est en 1994. On appelle ça le codage donc par paire d'octets. C'est un algorithme donc très connu. Hein. Il parle d'un ensemble unique de mots qu'il considère comme constitué de caractères. Chaque caractère est associé au caractère suivant pour constituer une paire. Et donc l'algorithme va déterminer quelle est la popularité de cette paire de caractères. Alors si celle-ci est élevée, il considérera que la paire est un token à part entière, ouais, donc un découpage. Mais ça, c'est donc l'outil, donc le LLM qui va faire ce travail. Bon, WordPiece a été imaginé au départ pour des tâches de traduction automatique. Hein. L'algorithme fabrique un vocabulaire à partir de sous-mots de son corpus de formation. Et ça ressemble donc à BPE, mais la sélection des paires les plus fréquentes, elle est différente. Il calcule un score de popularité en divisant la fréquence de la paire concernée hein, par le produit de la fréquence de chacune de ces parties.
qui regarde, il calcule la valeur à partir d'une certaine valeur donc de ce calcul, eh bien il considérera que c'est un token. Vous avez sentence peers, pareil, c'est encore une autre solution. Et puis vous alors ça a été utilisé, donc c'est utilisé par les réseaux neuronaux pour la génération de texte. Hein, et la tokenisation, elle est construite dans la phrase donc d'apprentissage et il est très bien adapté donc on va dire à n'importe quelle langue de la planète. Et enfin il y a Unigram hein, qui part d'un vocabulaire très important cette fois-ci, mais qui fonctionne à l'envers. Plutôt que de rajouter des tokens, eh bien, il les enlève jusqu'à atteindre une taille, on va dire, de corpus qui soit adapté aux ressources qui sont les miennes. Et comme je vous le disais, la question est donc de savoir si ces algorithmes ont pour vocation de parler entre eux. Hein. Vous voyez, donc dans la mesure où dans la phase de traitement, de pré-traitement, ils ne fonctionnent pas de la même manière, ils peuvent utiliser des mécanismes tels que ceux que je viens indiquer pour certains, mais pas pour d'autres. Hein, donc c'est un peu délicat de travailler. Puis surtout, quel est l'intérêt de faire communiquer deux systèmes? Alors, peut-être que lors d'une fusion d'entreprises, on pourrait imaginer d'harmoniser tout ça, mais enfin, c'est un problème qui n'est pas résolu. Hein, il faut bien voir. Bon. Alors, quelques mots maintenant sur le cas des images fixes et donc et puis des séquences sonores. Alors, pour ce qui concerne nos images fixes, donc c'est plus facile ici. On n'a plus affaire donc à des mots. Vous avez deux types de tokens. Donc, vous avez ce qu'on appelle des tokens discrets ou hard, et puis vous avez des tokens continus. Alors, les tokens discrets, bon, on découpe donc l'image en grilles, hein, donc en cellules qui correspondent chacune à un token. Alors, ce n'est pas un pixel, hein, c'est un certain nombre de cellules. Et puis, vous avez donc des algorithmes qui permettent de détecter donc des objets. On le voit sur cette illustration ici. Permettent donc de détecter donc des objets qui sont entourés par le LLM. Bon, ça, c'est donc des détections d'objets, on va dire, discontinus, discrets. On est bien dans un monde à part. Bon, l'algorithme qui fait ce travail, en fait, il va entourer les algorithmes de détection d'objets tels que YOLO, hein, YOLO, Y-O-L-O, qui est extrêmement connu, identifie donc et extrait les régions intéressantes et les objets très précisément à qui ils attribuent donc non seulement des tokens, des identifiants de tokens, mais également une signification lexicale, vous voyez, donc d'autres informations. Et puis vous avez donc les tokens continus. Token continu, là l'image elle est traitée en continu, donc globalement et non pas par un découpage. On peut considérer que c'est une densité très élevée de tokens. À la limite, une image de 1 million de tokens, on peut considérer que c'est une image donc continue. Alors, la tokenisation de ces images-là, elle se fait par différentes techniques. Alors, les réseaux de convolution, les réseaux de convolution qui extraient des éléments en utilisant des transformations par convolution. Le problème, chers amis, c'est que personne ne comprend rien du tout à ce que c'est qu'une convolution et un produit de convolution. Et d'ailleurs, je me ferai le plaisir d'expliquer ça d'une manière un peu plus précise. Le problème, c'est que c'est un concept mathématique et expliquer un concept mathématique comme ça, sans faire trop de mathématiques, c'est pas très évident, et autant dire que la tâche est ardue. Bon, des réseaux de convolution, vous avez des mécanismes dits de self-attention, hein, donc qui sont intéressés par la dépendance de parties d'images entre elles. Hein, des parties d'images appartenant donc à une même image, quelles sont donc les dépendances? Vous avez des modèles de diffusion qui montrent un peu la structure sous-jacente d'une image, et puis vous avez les auto-encodeurs qui représentent donc les images par un processus d'apprentissage dit non supervisé. Alors ceux qui pratiquent donc le machine learning donc me suivent bien, hein, ça permet de capturer l'essentiel de ce qu'il y a dans des images. Alors les outils les plus connus, c'est par exemple VIT, vous avez Clip qui est extrêmement connu, vous avez SIGLIP, vous avez Pali, vous avez Llama, l'un des plus connus également. Donc, tout ça, ça permet donc de traiter et de tokeniser, donc on va dire de segmenter ou de mieux comprendre ce qu'il y a dans une image, avec les applications potentielles que j'ai indiquées ici en bas. Bon.
La tokenisation on va dire, des clips audio, bah, c'est le même principe, hein, sauf que les tokens ne sont pas les mêmes. On part d'une séquence audio, on a soit des tokens donc, acoustiques ou des tokens sémantiques. Alors, les tokens acoustiques, ce sont enfin, le LLM va faire un découpage en fonction de tokens acoustiques. On s'intéresse aux détails des ondes audio. Hein. On s'intéresse aux aspects bas niveau donc du son. C'est pas péjoratif. Hein. On s'intéresse au bas niveau donc du son. Par exemple, c'est le pitch. La perception donc de la hauteur du son, c'est le loudness, c'est-à-dire le volume sonore qui est perçu, le timbre qui est la qualité sonore. Bon, ça, ce sont donc des éléments qui vont servir finalement de paramètres, de critères pour faire cette fameuse compréhension du clip audio. Puis vous avez les tokens sémantiques. Tokens sémantiques, alors là, qui s'intéressent à la signification des clips, l'auteur, la date, le domaine concerné, donc, etc. Applications les plus courantes de ça, moi j'en ai déjà utilisé et j'ai même développé un outil pour ça, c'est la reconnaissance de la parole, c'est l'analyse musicale, c'était dans ce domaine-là, la génération donc audio, on veut générer donc des séquences audio, et puis c'est l'intégration avec d'autres formes d'expression, c'est par exemple des images, des textes et des vidéos. Donc on veut quelque chose qui soit complètement multimédia. Bon, et il y a donc les outils donc pour ça. Alors maintenant, pour terminer, parce qu'on va aboutir donc à quoi? La phase, donc, on va aboutir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, on aboutit finalement dans une base de données vectorielle. Ici, vous voyez, sur cette partie-là, vous avez donc les différents vecteurs qui ont été calculés par tout ce qui est indiqué donc ici à gauche, hein, que nous avons regardé depuis une heure. Donc, vous avez tous vos vecteurs qui vont donc être intégrés dans une base de données. Et puis, comme je l'avais expliqué dans le webinaire sur les bases de données vectorielles, eh bien, quand vous recherchez quelque chose, en fait, vous faites un travail par similitude. Vous posez une question, la question est transformée en vecteur. Ce vecteur est comparé aux différents vecteurs que vous avez dans la base de données, par exemple, et va vous ressortir ceux qui sont les plus proches, et pas nécessairement ceux qui sont exactement le même que votre question. Vous voyez, c'est la notion de similitude. Et j'avais montré qu'il y avait un certain nombre d'algorithmes qui permettent donc de faire ça. Donc on aboutit après ça, la boucle elle est bouclée. Et donc le LLM va me servir avec sa base de données vectorielle, avec sa technique, on va dire, de numérisation et d'indexation des tokens, eh bien, je vais pouvoir travailler. Vous voyez donc quels sont tous ces rôles-là. Alors, alors ça, je vous l'avais déjà montré, mais je l'ai rappelé parce que je pense que c'est quand même assez nécessaire. Hein. Quand on est dans un monde, on va dire multimédia, avec des objets donc très différents, hein, des textes, des vidéos, etc. Donc on peut avoir des vecteurs très compliqués. Hein. On peut avoir des vecteurs avec un très grand nombre de dimensions. Et donc l'analyse, la comparaison de vecteurs qui font 3000 dimensions, je suis bien sûr que ça n'est pas évident du tout. Mais on peut mélanger dans un même vecteur des notions qui sont très différentes. Hein, ça peut être une valeur numérique, ensuite ça peut être l'intérêt pour le hockey, oui ou non, l'intérêt pour le soccer, oui ou non, ça peut être une séquence musicale, pourquoi pas. Vous pouvez avoir comme ça, mettons, 3000 dimensions valorisées. Et ensuite, quand vous allez taper votre commande, eh bien, vous demanderez quelque chose de très précis, eh bien, on recherchera quelles sont les occurrences de ces vecteurs, hein, dont les dimensions sont les plus proches de celles que vous exprimez. Ouais, bon, c'est ce qui est montré ici. C'est une autre manière donc de fonctionner. Base de données donc vectorielle. Donc, alors maintenant, les applications. Je termine avec ceci, puis je ferai une petite remarque après. Les applications, donc, de notre côté, hein, donc, on ne va pas écrire notre propre LLM, hein, bien comprendre ça. Pour bien voir que la tokenisation, elle est bien dans la phase de pré-traitement pour préparer les textes dont la structure, les mots et les caractères spéciaux reviennent donc le plus souvent. Alors, les applications qui vont m'intéresser, moi, ça sera donc les moteurs de recherche,
d'une manière à ce que ce moteur de recherche eh bien, soit véritablement adapté. Alors, c'est pas Google, hein, c'est le moteur de recherche adapté donc à mon problème. Hein. C'est la traduction de texte. Ça sera la reconnaissance vocale. Hein, ça sera l'analyse de sentiments. J'ai besoin d'avoir des outils. Par exemple, il faut m'analyser donc la phrase «J'ai beaucoup aimé le livre de Donald Trump». Point. Mais ce n'est pas lui qui l'a écrit. Le sentiment, c'est quoi? L'outil LLM, qu'est-ce qu'il a analysé? Eh bien, il a constaté qu'il y avait des mots qui n'allaient pas ensemble. Aimer, Trump et pas. On aurait pu dire livre, Trump et pas. Donc, c'est des mots qui vont pas ensemble. Donc, le sentiment qui est dégagé par cette phrase, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et probablement, celui qui a écrit ça n'est pas content ou il est très ironique. Vous voyez, c'est ça. Donc, voilà. On pourra également appliquer ce même genre de commentaires pour les chatbots, les assistants, hein, par exemple pour Siri ou pour Alexa. Bon. Je termine sur le fait que lorsque, je vous avais dit tout à l'heure que on facture donc les coûts à peu près par milliers donc c'est par milliers donc de jetons, hein, de tokens. Pour ChatGPT, le coût de 1000 tokens, il est de 0,002 dollars américains. C'est-à-dire en fait 2 dollars pour 1000 tokens. Pour ChatGPT 4, 32K, contexte, c'est 0,12. Ah, c'est plus pareil, là c'est 120 dollars américains pour 1000 tokens. Et attention, chers amis, parce que l'expérience a montré, et j'en ai vu il n'y a pas très longtemps, les coûts peuvent être très élevés. Et vous retrouvez finalement avec une facture que vous n'avez pas vu venir. Hein. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer de faire des simulations pour regarder éventuellement vers quoi je m'oriente, histoire de ne pas me faire insulter par mon patron qui va devoir payer la facture. Donc attention donc à ça. Mais là vraiment, vous savez, hein, vous êtes dans un monde qui est celui de l'intelligence artificielle. Moi, je préfère parler d'algorithme. Hein. Vous allez vous en servir de ça. J'en suis absolument certain. Il ne faut pas en avoir peur. Hein. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Mais vous allez vous en servir parce que ça fera partie forcément donc de l'ensemble des applications que vous allez traiter. Je voudrais terminer sur une chose. D'abord pour vous remercier de votre attention, comme d'habitude. Mais je vais faire la semaine prochaine un webinaire spécial sur les machines quantiques. Pourquoi? Parce que j'en ai assez d'entendre dire n'importe quoi sur ce sujet. Alors là, vraiment, c'est le sport national. Hein. On dit n'importe quoi. Et ça commence par les qubits. Alors, c'est plus les bits, mais les qubits. Alors, on vous dit que c'est la valeur 0 et 1, mais c'est en même temps l'expression, on va dire, probabiliste on va dire, alpha 0 plus bêta 1, déjà on ne comprend plus rien. On nous dit que les valeurs du qubit sont simultanément différentes. Ce n'est pas vrai. La valeur mesurée d'un qubit, c'est 0 ou 1. Ouais. Quand on parle de simultanéité, de superposition donc des valeurs probabilistes, hein, eh bien, on parlera de probabilité. Ce ne sont pas les valeurs. Alors, ce que je vais faire la semaine prochaine, je vais expliquer exactement comment ça fonctionne et ce que c'est. Alors, on ne fera pas de physique, on ne fera pas de mathématiques très approfondies, mais je vais l'expliquer parce que vraiment, ça m'agace. Ça m'agace. On se protège par des mots mathématiques auquel personne ne comprend rien, c'est facile hein, de faire ça. Mais expliquer réellement ce que c'est qu'un qubit, ça c'est moins évident. Et je vous promets que tout le monde va comprendre. Voilà. Donc ça, c'est la semaine prochaine, un spécial qubit. Voilà, chers amis, donc je vais arrêter donc le partage. Voilà donc, chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Hein, vous voyez, c'était un petit peu engagé. Hein, pardonnez peut-être mon engouement hein, pour tout ça, mais je trouve vraiment que les observateurs maintenant devraient quand même avoir un peu plus de dignité et ne pas dire n'importe quoi. Parce qu'il y a des tas de domaines, et celui de la tokenisation, je vous assure, on ne le comprend pas.
Ce qu'il fallait, c'est bien comprendre, on va dire quel était le rôle des utilisateurs, le rôle des algorithmes, le rôle des LLM. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai essayé en tout cas d'y arriver et j'espère que ça vous a intéressé. Merci infiniment et j'espère vous retrouver vraiment nombreux la semaine prochaine. Donc on va parler de qubits. Je vous promets, vous allez tout comprendre.